Après les présentations qu'on a suivies dans le cadre du CES 2025 de Las Vegas en janvier dernier, on les a suivies à distance sur la chaîne YouTube, il est temps pour moi de revenir sur les gammes TV de Panasonic que j'ai pu découvrir cette fois-ci en physique lors d'un événement en Allemagne. Dans cette première vidéo, je vais revenir sur les gammes OLED et une autre vidéo sera consacrée à la gamme des téléviseurs LCD, comprenez LCD de base et LCD rétroéclairage mini LED. Alors vous le savez, sur l'OLED, cette année, on passe sur la lettre à la fin qui est la lettre B. Et on sait désormais qu'on a 3 références avec une montée en gamme. Comme d'habitude, il y a un sommaire pour vous déplacer dans cette vidéo. Et justement, je vous propose de suivre cette montée en gamme en commençant par le Z80B. Et puis ensuite, on va aller voir ce qui se passe du côté du Z90 et du Z95B. Et je suis plutôt content d'avoir fait ce déplacement avec Panasonic parce que ça va me permettre aussi de corriger certaines choses qui ont pu être dites juste au moment de ces annonces CES et les petits allers-retours qu'on avait pu faire. Voilà. Alors si pour l'instant, je n'ai aucun prix à vous annoncer avec peut-être quelques petites pistes que j'aborderai en fin de vidéo, concernant cette QV de 2025, il faut savoir que tous les téléviseurs OLED de chez Pana fonctionnent sous Fire TV OS. Évidemment, Panasonic semble se féliciter du choix et du travail réalisé avec les équipes de la marque. On prenait les ingénieurs, les équipes Panasonic et les équipes de chez Amazon. De mon côté, comme je vous l'avais dit lors du test du Z95A que j'ai eu à la maison, la vidéo vous attend sur la chaîne, je trouve en effet que cette intégration est réussie dans la mesure où on ne perd pas de cette expérience Panasonic, à savoir que par le fait de certaines mises à jour, on a retrouvé un traitement d'image qui va très bien, et puis surtout, c'est sans concession sur ce que l'on connaissait chez la marque, à savoir la richesse des menus de configuration qui sont désormais donc bien intégrés au sein de Fire TV OS. Tout est efficace à la sauce Panasonic, mais toutefois, il semble que sur le Z95A, si on a eu des mises à jour assez fréquentes en fin d'année 2024, mais aussi en début d'année 2025, notamment avec l'intégration de certaines fonctionnalités, certaines compatibilités qui avaient été annoncées au CES de Las Vegas, j'ai pu discuter avec un abonné qui lui m'a dit depuis il s'est pas passé grand chose. Bon, en même temps, il semblerait que les téléviseurs désormais fonctionnent plutôt bien. Donc merci à toi d'avoir échangé avec moi, il se reconnaîtra. Et puis si de votre côté vous êtes également possesseur d'un Z95A, n'hésitez surtout pas à réagir dans la partie commentaires et à partager avec la communauté tout simplement votre expérience sur Fire TV OS, la disponibilité des applications et puis la possibilité, comme je vous l'ai montré aussi sur la chaîne, d'installer manuellement certains APK. Au-delà peut-être de cette personnalisation du système d'exploitation, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience avec quelque chose que je ne peux pas vérifier parce que je n'ai pas de produit Apple à la maison, c'est peut-être la compatibilité avec des choses comme Apple AirPlay, Apple Home, bref, n'hésitez pas, réagissez. En tout cas, ce qui semble se confirmer, c'est que même si aujourd'hui Panasonic, en adoptant ce système d'exploitation, je vous en ai déjà parlé, mais se ferme les portes des enseignes comme Fnac et Darty, parce que aujourd'hui Fnac et Darty ils font pas ami avec Amazon tout simplement, pour la marque japonaise c'est un plus, in fine aujourd'hui un plus pour le conso qui retrouve vraiment l'expérience Pana je pense à 100%, voilà, à vous de vous exprimer là-dessus, et surtout c'est le retour sur le marché américain pour Panasonic, on fera un petit point peut-être là-dessus en fin de vidéo. Parenthèse refermée donc sur ce point lié au système d'exploitation pour aborder désormais le premier modèle qui est le Z80B. De mon constat, c'est clairement un équivalent à la série B de LG Electronics cette fois-ci. Et d'ailleurs, ce qui me conforte dans cette analyse, c'est qu'on a cette similitude qu'on retrouve sur la série B de LG avec cette dalle semi-glossy, en tout cas certes elle a certains reflets mais ils sont pas aussi brillants, ils sont un petit peu différents que ce que l'on peut voir sur la série B, sur la série C et sur les séries G par exemple, mais aussi sur les Z90 et Z95B, avec notamment cet effet de filtre un peu violine sur la dalle, mais du coup aussi en matière de luminosité, on devrait être sur quelque chose d'assez proche. Naturellement que Panasonic ne livre aucune valeur, il ne communique rien, et ça fait d'ailleurs bien longtemps que je n'ai
pas eu ces téléviseurs avec des dalles White OLED que j'ai envie de qualifier de classiques, comprenez, non Evo, sans deutérium, etc. Donc je pense qu'on devrait être sur cette série Z80 chez Panasonic aux alentours des 800-900 nits, et puis surtout sur un pic, et puis la logique de luminosité de la dalle à 100%, devrait être, je pense, aux alentours des 180, voire moins, en tout cas moins de 200 nits, c'est à peu près sûr. Donc affaire à suivre, si jamais j'ai l'occasion de tester ces produits. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même une gamme de téléviseurs qui a le mérite aujourd'hui d'exister et qui devrait être proposée à des tarifs entre guillemets plus abordables que les deux modèles dont on va se parler après, mais des TV à la sauce Panasonic. Et je vous le redis, je n'ai encore pas de tarif annoncé là-dessus. Reste que la logique de volume couleur et les capacités de la dalle, notamment dans les basses lumières, le niveau de gradation dans l'échelle de gris, pourrait être un sujet sur ces dalles, encore une fois, que je qualifie de White OLED classique. Et voilà, donc basse lumière, gradation, comment on va gérer l'échelle de gris sur ces produits, et puis comment on va aussi naturellement reproduire les zones les plus lumineuses de l'image. Je vais pas aller plus m'attarder là-dessus. On sait que le Z80 est néanmoins intéressant parce qu'il porte cette expérience Panasonic, et c'est une réponse pour la clientèle, pour les fans de la marque, qui sauraient apprécier donc les traitements de ce processeur HCX. On est sur le processeur HX de base, on n'est pas sur la logique avec tous les traitements de l'intelligence artificielle. C'est une puce qui est naturellement un peu moins disante, j'ai pas plus de précision. Côté compatibilité, pas trop de jaloux chez Pana, puisque le constructeur annonce qu'il supporte le HDR10, le HDR10+, Filmmaker Mode et Dolby Vision, sans oublier évidemment la prise en charge du Dolby Atmos pour l'audio. Dolby Atmos qui va être partiellement reproduit évidemment, puisqu'on n'est pas là sur le modèle le plus haut de gamme avec les cheminées notamment, enfin les enceintes en position haute. Ici, on se parle d'un système audio Surround Sound Pro qui va néanmoins essayer de vous reproduire cette bulle sonore, mais sans enceinte physique, donc lié à l'élévation. L'élévation, ça c'est pour le modèle le plus haut de gamme. Les joueurs seront sans doute ravis d'apprendre que le Z95B est compatible FreeSync Premium avec une fréquence de rafraîchissement variable pouvant atteindre 120 Hz. En revanche, je pense qu'on reste sur une logique de 2 prises HDMI 2.1. Voilà, là encore, contrainte sans doute liée à la puce notamment qui est intégrée dans ce téléviseur. Comme je le disais, le prix n'est pas encore communiqué pour ce modèle, mais la bonne nouvelle justement, c'est qu'il se décline en 48, 55 et 65 pouces. On n'aura pas de très grande taille avec du 77 et plus par exemple, mais on peut démarrer sur un produit un peu de taille inférieure. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on a aussi le temps de voir venir sur la suite des caractéristiques techniques peut-être un petit peu plus détaillées de ce produit, parce que Panasonic devrait très prochainement les mettre en ligne sur son site internet. Au moment où j'enregistre, je n'ai pas encore toutes ces informations. Et puis ensuite, ce sera disponible courant fin juin, début juillet pour ce Z80B de chez Pana. On monte en gamme maintenant avec ce Z90B qui lui n'est autre que l'équivalent de la populaire série C chez LG Electronics, à ceci près qu'on a ici 2 points intéressants à noter pour Pana. Le premier, c'est que la gamme accueille désormais un modèle de grande taille avec un 77 pouces. On a donc du 42, 48, 55, 65, 77 pouces. Et c'est déjà une très bonne chose. En revanche, pas de prix, là encore, pour l'instant, à vous annoncer, et avec une disponibilité qui, là encore, devrait se situer entre fin juin et début juillet. L'autre spécificité, et non des moindres, c'est que les dalles White OLED embarquées ici dans ce modèle, alors attention, ce n'est pas une dalle White OLED dite méta, donc on n'est pas sur du méta 2.0 comme l'année dernière avec les micro-lentilles et les algorithmes dédiés à sublimer un petit peu l'image. Et on n'est naturellement pas non plus sur la dalle tandem OLED sur laquelle je vais revenir après. On est vraiment sur une dalle White OLED qui, chez LG, par exemple, va correspondre à ces dénominations Evo, LG, LG Display, donc un cran un peu supérieur. C'est tout simplement l'équivalent d'une série C. Et cette dénomination de panneau chez Pana, vous le savez peut-être, c'est le Master OLED Pro, signe d'une performance donc bien supérieure, en tout cas supérieure à celle du Z80B. Et pour la première fois, m'a-t-on dit, chez Panasonic, cette série intègre un dissipateur thermique physique, ce qui rend plutôt confiant les équipes de la marque, puisque j'en ai discuté avec elles sur place, sur la luminosité du TV
par rapport à celle d'une série C chez LG. En tout cas, sur place, on avait un 48 et un 55 et on voyait la différence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait aussi que Panasonic, historiquement, est meilleur. C'est-à-dire que du temps où les séries G de chez LG Electronics, avant toutes ces dalles méta quelque chose avec les micro-lentilles, etc., utilisaient les mêmes panneaux que chez Pana, typiquement un JZ 1500, LZ 1500, MZ 2000, et bien par exemple un MZ 2000 était plus lumineux à l'époque, ça devait correspondre à un G1, je pense, faut refaire un petit peu les calculs en sens inverse, mais ils étaient grosso modo toujours un petit peu plus lumineux sur la gestion de luminosité, enfin sur la logique de luminosité en pic et même sur finalement l'image à 100%, la luminosité de l'image à 100%. Donc on va attendre de vérifier tout ça par les tests, mais ils m'ont dit voilà, première fois aujourd'hui qu'on intègre ce film de dissipation thermique. Sur le papier, c'est un bon point, mais attention, cet ajout physique sur le TV est réservé au modèle de 55 pouces et plus. Et là, eh bien, les plus aguerris techniquement, ou ceux qui me suivent et qui, eh bien, ont bien en tête la déclinaison de cette série C également chez LG, vous l'aurez compris, sur la série C, historiquement également, on a quelque chose qui s'appelle le Brightness Booster, puis ensuite on avait le Brightness Booster Max par exemple sur la série G, et bien là aussi, cette logique de pic de luminosité supérieure, elle était disponible à partir du 55 pouces et plus. Et donc finalement, Pana nous dit, première fois qu'on intègre ce truc-là, on va avoir une luminosité supérieure, on le vérifie sur place en Allemagne avec un 48 qui est moins lumineux, sensiblement, parce qu'on est sur de la boucle de démo, etc. Donc on va prendre certaines pincettes. Mais voilà, on sait que chez LG, on retrouve le même discours. Donc très bien, Panasonic met ça en avant et on attendra de voir ensuite avec les tests ce que ça va donner, et on peut être, je pense, plutôt confiant sur la logique de luminosité et puis également sur ce type d'intégration de film de dissipation thermique qui a aussi un bon impact sur la durée de vie de ces composés organiques, tout simplement des dalles OLED. J'ajouterais un truc très important naturellement, c'est qu'avec le Z90B, eh bien on bascule cette fois-ci sur le processeur HEC-X Pro AI Mark II, soit la dénomination haut de gamme cette fois-ci de la puce Mediatek pour laquelle il me faudra valider la référence exacte lorsque j'aurai le produit. Ce qu'on sait en revanche, eh bien, c'est que cela ouvre l'accès à des traitements d'image de qualité avec du Filmmaker Mode notamment pour vos contenus, mais aussi du Dolby Vision IQ. Et puis, il faut pas oublier de mentionner le soin porté également à la partie gaming avec Game Mode Extreme, le support du VRR jusqu'en 144 Hz avec les deux prises HDMI 2.1 et puis des certifications Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. N'oubliez pas non plus que chez Panasonic, on trouve un mode d'image avec une calibration colorimétrique plus fidèle. De mémoire, c'est le True Game Mode ou un truc comme ça. C'est moins saturé, une image plus douce, et ça, je pense que ça va faire le bonheur des amateurs de jeux vidéo qui vont aller chercher certains titres particulièrement travaillés sur les logiques de graphisme tout simplement, de colorimétrie avec des vraies ambiances très très travaillées. C'est aussi sur le Z90B qu'on voit débarquer l'intégration de ces haut-parleurs frontaux dont la puissance pour l'heure n'est pas encore communiquée. Mais voilà, je suis actuellement sous embargo et j'attends certaines informations à des questions que j'ai pu poser sur place. On m'a dit que clairement la puissance du subwoofer était de 30 watts. Donc si j'ai des informations entre le moment où j'enregistre et le montage, vous les voyez s'afficher juste ici en synthé. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations techniques sur cette série-là. Si j'en reçois au moment où je ferai le montage, je vais les indiquer ici. Et puis si c'est encore un petit peu plus tard, je vous les épinglerai dans le premier commentaire. Sinon, on essaiera de vérifier ça aussi vite que possible au moment des tests. Si jamais Panasonic m'envoie le téléviseur, je suis plutôt confiant. Et ces tests seront sans doute aussi l'occasion de vérifier ce que ça va donner du côté de la luminosité. Je pense qu'on devrait être aux alentours des 1000 nits sur cette série Z90B en fonction des diagonales d'écran. Ça pourrait évoluer un petit peu plus, mais c'est une bonne nouvelle donc déjà que l'on ait un tel choix avec notamment ce 77 pouces sur un équivalent
de série C qui potentiellement pourrait être un petit peu plus lumineux avec la présence de ce système de dissipation thermique qui, une nouvelle fois, Panasonic me l'a dit, c'est une première en gamme chez eux. Et puis maintenant, on en arrive au haut de gamme qui n'est autre que le Z95B. Alors, je vous ai fait des vidéos dédiées sur ce produit, etc. Mais là, vous allez voir que ce voyage en Allemagne a été pour moi l'occasion de récolter des précisions qui vont carrément en contradiction de ce qui m'avait été dit lors du CES. Comme quoi, il était vraiment nécessaire de prendre des pincettes à l'occasion de ce qui s'est avéré être un changement majeur cette année 2025 côté dalles et technologie embarquée. Et surtout, prendre des pincettes face à la communication d'un niveau assez lamentable de la part d'un industriel tel que LG Display, qui, en l'occurrence ici, mais c'est pas les seuls, hein, même dans le cadre du CES, eh bien, n'a pas pris le temps de communiquer clairement sur la partie technique de ce qu'était cette dalle qui porte différents noms, hein, dalle OLED de 4e génération, et se permettant, mais genre 10 jours après le salon, de dénoncer certaines incompréhensions ou certaines erreurs qui avaient pu être publiées dans les contenus par différents médias. J'en faisais partie notamment sur cette logique du bleu phosphorescent, etc., qui finalement n'en est pas sur ces dalles de dernière génération. On sait que désormais les travaux ont été menés par LG Display et qu'on a une technologie hybride mélangeant le bleu phosphorescent et le bleu fluorescent dans cette technologie à 4 couches, ça va d'y revenir dans une autre vidéo, mais vous avez de toute façon une vidéo consacrée à cette technologie qui corrige justement certaines des choses qui avaient pu être dites au début de la communication par Panasonic, et ça c'est vraiment un choix manifeste d'une communication quasi au ras des pâquerettes d'un niveau technique de la part des industriels, et puis ensuite il faut essayer d'aller sourcer ça. Bon, je vais refermer ce petit point un petit peu coup de gueule. On sait désormais que ce Z95B, de toute façon, il intègre bel et bien cette dernière génération de panneaux LED de LG Display dans ces 3 diagonales 55, 65, 77 pouces. On ne va pas ni en dessous, ni plus grand, et c'est un peu dommage parce que bah oui, LG Electronics sur la série G5, hein, puisque c'est clairement l'équivalent ici de ce produit-là, propose des tailles plus petites et puis va également sur des tailles plus grandes, avec donc cette dalle OLED que vous allez peut-être retrouver sous la dénomination de dalle OLED de 4e génération, dalle OLED à 4 couches ou 4 stacks, mais aussi Primary RGB Tandem OLED ou dalle OLED Tandem RVB ou Tandem OLED RVB. Bref, il y a une multitude de dénominations, et encore une fois, je vous ai fait une vidéo dédiée sur cette génération de panneaux qui intègre donc 2 couches d'émetteurs bleus, une couche d'émetteurs rouges et une couche d'émetteurs verts, ce qui permet donc à LG Display de faire différentes promesses. Cette combinaison permet toujours, selon LG Display, attention, ce n'est pas ici Panasonic ni même LG Electronics qui tient ces propos-là, ça permet donc à LG Display de tenir la dragée haute à Samsung Visual Display cette fois-ci, en annonçant un pic de luminosité qui pourrait talonner les 4000 nits à 3% dans un mode flash peak, parce qu'on est plutôt à 2900 nits sur une lumière à 3% plutôt classique, c'est-à-dire que le flash peak c'est vraiment une intensité max qu'on envoie, et puis ensuite ça redescend un petit peu, et puis on a également surtout cette augmentation, et c'est sans doute là que c'est le plus intéressant, l'augmentation de la luminosité à 100% du pattern blanc, donc 100% de la dalle sur le pattern blanc, qui accuse cette fois-ci une luminosité qui serait proche des 400 nits, et donc là c'est une évolution qui est intéressante et qu'il me faudra vérifier encore une fois, soit lors du test de ce Z95B, soit lors du test du LG OLED G5. Et il y a, au-delà de cette luminosité du point blanc, enfin du blanc qui est importante, je vous en parlais aussi dans la vidéo sur ces fameuses 5 choses à retenir sur la technologie Tandem OLED RVB. Je vous ai expliqué aussi que LG Display met naturellement aussi le paquet sur la promesse technique du côté des couleurs, et notamment comment rivaliser avec la technologie QD OLED. Et la promesse technique, eh bien, c'est aussi une hausse de luminosité des couleurs de l'ordre de 40%. On serait désormais sur 2100 nits en pic contre 1500 nits pour la précédente génération de panneaux OLED, donc qui intégrait les fameuses micro-lentilles, cette fois-ci les milliards de micro-lentilles, et une couverture colorimétrique de l'espace DCI-P3 de 99,5% et plus de 82-83% du BT2020, avec donc un volume couleur également qui serait plus riche. Mais attention, du côté de chez Panasonic, les seules informations qu'on nous donne, eh bien, c'est une augmentation de l'efficacité lumineuse de
40%, ce qui laisse également sous-entendre, ce qui laisse également percevoir les évolutions apportées sur la logique de consommation intrinsèque de ces panneaux OLED, car oui, ces modèles sont supposés moins consommer tout en étant plus lumineux. Toutes ces performances sont rendues possibles grâce également au dispositif de refroidissement de la dalle. Et sur ce sujet, eh bien dans les différentes vidéos du CES que j'avais pu vous faire, vidéos dédiées et live également, eh bien Panasonic avait répondu à l'une de mes questions. Quant à ce filtre, je leur avais demandé, vous présentez la technologie Thermal Flow, mais s'agit-il toujours du système de dissipation thermique? Et ils m'avaient expliqué que non, que la technologie Thermal Flow, eh bien, c'est tout simplement ce qui leur permet d'atteindre cette haute luminosité, sans nous donner de chiffres pour autant. C'est tout simplement l'intégration du système audio qui est différente. On a les enceintes cheminées qui sont disposées de manière différente. Si vous vous souvenez, le Z95A, il avait encore cette partie centrale assez proéminente. La circulation du flux d'air à l'intérieur a été optimisée, en tout cas sur le Z95B. Et ça, c'est ce qui m'avait été répondu. Or, lors de cette présentation en Allemagne, et les discussions que j'ai pu avoir avec les équipes de Pana, je leur ai dit, mais alors, on a ou pas ce film de dissipation thermique? Et ils m'ont confirmé que oui. Donc, finalement, le Thermal Flow du Z95B, eh bien, il faut comprendre qu'on a bien la plaque de dissipation thermique, ou le film, et ensuite, on a aussi, eh bien, ce système de circulation de l'air cette fois-ci qui, comme vous le voyez avec cette démonstration et cette machine diffusant de la fumée enfermée dans une petite boîte, etc. Démonstration qu'on a eue et que certains confrères avaient déjà eu à l'occasion du CES en janvier dernier. On voit bien que la fumée est aspirée en partie basse et qu'elle arrive non seulement plus vite à s'échapper en partie haute du téléviseur, donc on va supposer que c'est l'air frais qui rentre en bas et l'air chaud qui ressort tout simplement après avoir circulé derrière le panneau, versus le Z95A qui est juste à côté. On voit bien que non seulement ça arrive plus vite, mais la diffusion, l'extraction est bien plus rapide. Donc sur ce sujet-là, bravo à Panasonic qui a fait du bon boulot, qui en plus a travaillé sur les ailettes, etc., comme il m'a été expliqué. Et puis pour le coup, ça, je vous en avais déjà parlé. Donc ils ont fait du bon boulot, même si dans l'absolu, ça ne traduit aucun chiffre particulier. Par exemple, on m'a pas dit combien de degrés, de combien de degrés on abaisse la température à l'intérieur du châssis du TV grâce à ce système. Pour le coup, j'ai pas non plus spécialement pensé à le demander. Et puis, je ne sais pas si ce sera aussi efficace dans une installation classique d'un salon, lorsqu'il TV sera accroché au mur, par exemple. Bon, en tout cas, l'extraction d'air chaud est bel et bien meilleure par rapport aux produits d'ancienne génération. L'autre grosse évolution du Z95B concerne le design. Ça, on l'avait vu tout de suite ensemble. Je l'avais déjà dit, pour ma part, je le trouve réussi dans cette mise à jour avec des haut-parleurs qu'on ne voit plus désormais sur les côtés, ni même d'ailleurs en partie haute, puisqu'ils sont cachés par ce tissu acoustique et je trouve que c'est très réussi aussi pour la barre de son en façade. C'est là aussi, j'indiquerai le détail des puissances si je le récupère d'ici la publication de la vidéo, d'ici la fin de ce montage. Et puis on a surtout la partie unique que l'on voit, c'est la partie du caisson de base de ce système, donc qui est appelé, je le rappelle, 360 Soundscape Pro, qui est donc toujours bien visible à l'arrière et qui, je pense pouvoir le dire dans l'ensemble, ce système audio sera, sans prendre trop de risques, bien meilleur que ce qui peut exister sur l'essentiel des produits concurrents, puisque là, la barre de son, vraiment, elle est efficace, elle est performante, elle est puissante. On a souvent un son qui est bien détaillé. De ce que j'ai pu en voir, j'ai l'impression que le travail a surtout été fait sur la mise en avant des voix. On a eu une petite présentation dans une salle à un moment donné. Bon, je vous cache pas que les deux TV étaient quand même très proches. On n'était pas sur des contenus qui étaient peut-être particulièrement valorisants et qui permettaient d'identifier certaines choses. La logique de spatialisation se veut sans doute un peu meilleure, c'est assez subtil, mais je vais pas mettre ma main à couper là-dedans dans le contexte de la pièce, dans le contexte des démos et dans le timing qui nous était accordé. Bon, on peut compter sur au moins quelque chose d'aussi bien que ce qu'on avait l'année dernière sur le Z95A et je pense qu'on va être sans doute sur quelque chose de meilleur.
Maintenant, voilà, je vous ai dit ça, et puis il y a un truc que je sais pertinemment, c'est que certains d'entre vous, sans doute déjà équipés d'un système Hi-Fi plus performant, avec des véritables voix dédiées, un système multicanal avec des satellites, etc., certains d'entre vous auraient préféré que la partie audio soit moins disante, plus conventionnelle, sans cette fameuse barre de son, et que l'on retrouve l'équivalent de ce téléviseur Z95B avec cette dalle OLED Meta 3.0 d'ailleurs, parce que c'est aussi sa dénomination, ou tandem OLED RVB, peu importe, avec le boost de performance qui est annoncé et accessible par cette technologie, boost de luminosité, sur le blanc, sur la couleur, boost du volume couleur également. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et je le regrette parce que je suis convaincu que si Panasonic proposait un Z95B moins 10 ans sur l'audio et forcément du coup moins cher aussi, je pense que ça pourrait les aider à conquérir encore une fois certains utilisateurs qui se diraient ça, c'est peut-être le produit qui m'intéresse parce que super image Panasonic, super traitement d'image, et puis pour le reste, en plus, le Z95B, il est compatible avec tous les formats HDR. Donc on retrouve dans la version de Fire TV OS une quantité d'options de réglage impressionnante, comme je l'ai dit, avec le contrôle vocal, et puis des modes d'image calibrés, avec notamment le mode d'image Prime Video. Donc bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Donc cette fois-ci, HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ également. En revanche, il y a un sujet qui peut-être ne vous aura pas échappé et sur lequel j'avais déjà mis petit warning, c'est que lorsque LG Electronics a annoncé le G5, ils nous ont dit on est sur un modèle qui embarque la dernière dalle OLED et qui est capable de fonctionner en mode gaming jusqu'à du 165 Hz. Et j'avais dit ok, mais alors comment vous faites du 165 sur une interface en Ultra HD, sur une interface HDMI 2.1 48 gigabits? On sait que ça commence à être un peu court et donc là il existe des technologies de compression, de Display Stream Compression, le fameux DSEC, et je ne vais pas aller au-delà de cela parce que je n'ai pas encore testé le G5, donc je ne sais pas réellement si on va aller chercher une expérience 165 Hz qualitative ou est-ce que finalement on va être sur un 144 Hz qui va aller concrètement bien et le 165 va rester une espèce de pure promesse commerciale, histoire d'essayer de faire aussi bien, marketing, histoire d'essayer de faire aussi bien que les téléviseurs LCD mini LED. Donc c'est une pirouette technique sur laquelle, c'est l'utilisation du DSC, sur laquelle je ne vais pas m'avancer plus, d'autant que il y a des chances aussi que ça reste réservé à une petite part d'utilisateurs, parce que faire de l'Ultra HD 4K à 165 Hz, ça demande quand même aussi un certain niveau de performance, et c'est d'ailleurs un point que partage la personne de chez Panasonic avec qui j'ai discuté, qui semblait être un joueur d'ailleurs de Call of Duty. Il m'a raconté quelques petites anecdotes assez amusantes, et il m'a clairement dit, moi les machines que j'ai à la maison, de toute façon aujourd'hui en 144, on commence à sentir que ça traîne parfois un petit peu côté machine, on a certaines lenteurs. Et surtout, ce qu'il m'a dit, c'est tout simplement que la plateforme technique du Z95B est trop limitée et donc il ne préfère pas faire une quelconque promesse sur le support d'un 165 Hz. 165, c'est la promesse de LG Electronics, 144, c'est la promesse de Panasonic. Donc, limitation technique sans plus de précision de son côté. Moi, j'attendrai d'avoir le TV également pour voir ce que ça donne, mais je pense que ça se situe plutôt du côté de ce HEC-X Pro AI Mark II, qui reste une puce Mediatek, et qui du coup, je pense, ne tient pas non plus la chose, mais voilà, on a une logique, un écosystème HDMI 2. Bref, affaire à suivre chez Pana, c'est du 144 Hz et c'est déjà très bien. Enfin, concernant la disponibilité, là aussi ce sera plutôt fin juin, courant juillet, ce qui est plutôt finalement une bonne nouvelle parce que on a eu des produits chez Pana haut de gamme comme ça qui ont plutôt été lancés après le mois de septembre ou dans le courant du mois de septembre, ce qui était un petit peu tard pour le constructeur. Du côté des tarifs, je vous l'ai dit, je n'ai rien de définitif, mais je vous avais dit clairement qu'on serait sur petite indication qui se pratique chez de nombreux constructeurs, c'est qu'on prend les prix des années précédentes, grosso modo, et puis on applique les mêmes tarifs. Alors il peut y avoir du changement avec l'arrivée de cette nouvelle génération de dalles à 4 couches, et on va voir ce que Panasonic affichera en définitive comme prix, mais si on est sur un équivalent des prix du Z95A en 55 et 65, parce que je rappelle que le 77 était une version un peu différente avec un panneau White OLED plus conventionnel, on était sur le Z95A en 55 à 3000 €, en 65 à 4000 €, 2999 et 3999
au lancement. Évidemment, ces prix-là, ils ont chuté depuis. Si on se recale là-dessus, ça va être compliqué pour Pana parce qu'en face, eh bien, on a un G5 qui, juste dans ses dalles équivalentes, dans ses diagonales équivalentes, un 55 est à 2299 € et 65, il est à 3499 €. Donc, on voit qu'on a un écart de prix très, très significatif. Est-ce que Pana va vraiment adopter ce scénario-là ou est-ce qu'il va essayer d'être plus compétitif? On les a sentis un petit peu plus agressifs dernièrement, donc j'espère qu'ils vont rester sur cette ligne de conduite-là pour proposer encore une fois à ceux qui souhaiteraient aller chercher un téléviseur chez ce constructeur japonais qu'ils puissent y trouver leur compte également entre guillemets, et puis ensuite peut-être qu'ils arriveront au moment surtout où à l'été on sait qu'il y a certaines activations, certaines opérations, certains pratiques de l'ODR, etc. En tout cas le marché l'année dernière en 2024 à l'été était très très dynamique. J'espère qu'il en sera de même pour 2025. Avant de faire le bilan, il y a un dernier petit point qui peut être également intéressant et qui a été déjà annoncé au moment du CES de Las Vegas, c'est que Calman, Portrait Displays, a lancé cette solution de calibrage, Calman, le 3D LUT, etc. Cette fois-ci compatible avec les téléviseurs Panasonic. Alors ça s'adresse notamment à ceux qui font du calibrage de dalles. Moi, ça va me permettre de tester également cela, puisque vous le savez que j'ai la solution avec le générateur de mire, le G1, et la sonde C6 HDR 5000 que les équipes de Portrait Displays m'ont envoyé. Mais ils étaient présents sur place. Et ce qui est très 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 intéressant, c'est qu'ils nous ont dit, en tout cas en même temps, hein, c'est le speaker de chez Calman le speaker de Portrait Displays qui est chez Panasonic invité, donc naturellement qui va plutôt avoir tendance à être gentil, ou en tout cas à évoquer certaines choses, mais dans ce qu'il a raconté, c'est très intéressant et c'est factuel, puisque on va avoir quand même jusque 5 modes, 5 options, 5 presets que l'on va pouvoir mémoriser dans le téléviseur. Et ça laisse vraiment de quoi voir venir. Pana, comme je vous l'ai dit, a toujours été dans cette logique de proposer beaucoup d'options. On avait déjà des modes ISF, jour, nuit, etc., des modes pro qui permettaient de faire ce genre de choses. Et ben là, voilà, deuxième année sous Fire TV OS, ils y sont allés, ils ont bossé avec les équipes de Portrait Displays et visiblement, ils nous ont dit sur place, ces gens de Portrait Displays, que c'était l'intégration la plus aboutie à l'heure actuelle, puisque ça va vraiment leur permettre d'aller chercher de créer beaucoup de profils et d'intervenir également sur les modes jeu, etc., sur beaucoup de choses. Donc j'ai hâte de voir également comment ça va être fait. À l'heure où j'ai eu une très rapide démonstration, enfin ils nous ont pas fait de calibrage sur place, ça prend un peu de temps, mais où j'ai eu la présentation de l'interface du logiciel que moi je vais retrouver, ils en étaient que sur la partie calibrage SDR. Les équipes de Portrait Display aux États-Unis travaillent sur la partie HDR et donc ils n'ont pas pu nous montrer comment ça allait se passer, notamment dans cette logique du 3D LUT, des CMS, etc. Bon, je vous ferai pas de vidéo dédiée là-dessus, mais quand j'aurai le téléviseur en tête, je pourrai vous partager en tout cas mon point de vue là-dessus. Et puis je ne manquerai pas aussi de solliciter Cédric Louis sur ce point-là, sur son retour d'expérience avec cette intégration de la solution de Calman dans les téléviseurs de Panasonic, parce que Cédric Louis de HC Calibrage, c'est son métier. Il utilise certes le logiciel de Portrait Displays dans sa configuration pour professionnels certifiés que je ne suis pas d'ailleurs, mais voilà, on verra un petit peu ce que lui nous en dit et ce que réellement il parvient à faire et la gestion de ces multiples modes d'image, parce que on a certes 5 modes custom que l'on peut mémoriser dans le TV, mais encore faut-il que ce soit vraiment bien maîtrisé, parce que il y a certaines marques où on fait un calibrage sur le SDR et puis dès qu'on s'attaque à la partie HDR, il y a tout qui dégage. On peut aussi penser que Panasonic va nous livrer un TV en sortie de carton qui va déjà être très agréable. Néanmoins, petite attention et petit point là-dessus, on l'a vu aussi, si vous suivez la chaîne, vous avez vu aussi que j'ai pu commencer à expliquer que certains constructeurs et certains d'entre eux, même de manière un petit peu plus étendue, de manière plus large aujourd'hui, ont commencé à adopter pour des profils colorimétriques un petit peu plus flatteurs à l'œil, qui peut-être tentent de compenser certaines limitations historiques de l'OLED, alors qu'ils tendent à se réduire par la présence et l'arrivée de certaines nouvelles technologies, notamment du côté de la luminosité, de la gestion de la haute lumière et de la gradation dans les basses lumières, etc.
comment certains essayent de duper notre œil en allant chercher des choses pour nous faire penser que le volume couleur est complètement dingue, alors que c'est juste peut-être la fidélité qui est impactée. Donc on verra comment tout ça se résume sur le Z95B. Il y a d'ailleurs un point qui a été également mentionné, c'est que par les équipes, et j'allais l'oublier, c'est qu'on a eu une démonstration où ils nous ont clairement dit, jusqu'à présent, on avait nos TV quand on les sortait et qu'on les mettait en HDR, en sortie de carton, on envoyait du contenu et puis la luminosité, le réglage de luminosité était à 100%. Aujourd'hui, compte tenu des nouvelles propriétés de la dalle et de la promesse de cette fameuse luminosité, eh bien, ils nous ont dit aujourd'hui, les TV vont être à 75%. Et c'est sur cette logique des 75% que la fidélité, enfin que tout le calibrage, j'ai bien compris, du TV a été établi. C'est-à-dire que lorsque vous irez augmenter la luminosité à 100% du TV, eh bien la gestion du HDR et puis la suivi de ces fameuses courbes PQ dont je vous parle, eh bien elle sera un peu au-dessus de la courbe de référence. Voilà, donc c'est un point qu'il faudra voir un petit peu quel est l'impact et qu'est-ce que ça va donner. Mais si vous le poussez parce que vous avez besoin d'un surplus de luminosité dans un cadre de visionnage un petit peu lumineux, tout simplement, eh bien Panasonic nous dit voilà, ça c'est volontairement créé comme ça, mais c'est pas sans impact peut-être sur ces fameuses fidélités ou cette fameuse en tout cas gestion de cette courbe PQ, et on verra ce que ça donne sur l'impact des couleurs. Je pense que ça va être suffisamment subtil pour que ça semble être quelque chose d'intéressant ou quelque chose de valable. Voilà, inutile pour l'instant d'aller plus loin sur ce point spécifique de la luminosité 75-100%, l'impact sur la courbe PQ, etc. J'espère garder ce point en tête lorsque je recevrai le téléviseur en test, et on verra bien si ça a un réel impact. En tout cas, j'ai trouvé ça très honnête, très professionnel et très clair de la part des ingénieurs de chez Panasonic, les deux japonais qui étaient là, et qui nous ont clairement abordé et parlé de ce point-là. Le bilan maintenant de cette vidéo, je vous dirais que c'était un vrai plaisir d'aller découvrir ces gammes 2025 qui évoluent cette année dans le bon sens, en adoptant les dernières technos du côté des dalles White OLED de LG Display. On a donc cette dernière génération pour le Z95B uniquement. Le Z90B équivalent série C, lui voit son dissipateur thermique. Et puis on a un très très bon point positif, je trouve, c'est le design du Z95B, mais je reste convaincu que pour celui-ci, eh bien certains vont se dire moi je ne veux pas du système Dolby Atmos avec les enceintes, cheminées, intégrées, etc. Je veux un TV qui soit aussi sublime sur la qualité de l'image, mais qui me laisse choisir l'équipement audio, ou en tout cas qui me permette de faire des économies sur le prix au profit d'une intégration dans un salon où j'aurais déjà un équipement audio. Vous avez pu voir également quelques images d'illustration dans ce sujet, des boucles que j'ai tournées sur place, sur lesquelles je ne me suis pas attardé parce que ça serait abusé, ce serait absurde, je pense, de m'exprimer plus sur la qualité de l'image perçue compte tenu des boucles que j'avais. C'était les mêmes que d'habitude, et en fait, oui, on voit bien qu'on a un blanc qui est éclatant, oui, on voit bien qu'on a du détail, oui, on voit bien qu'on a des noirs qui sont parfaitement noirs, on voit bien qu'on a des couleurs qui sont assez vives, on voit bien qu'on a du détail dans les feuilles, etc. Mais il y a tellement, les télés sont tellement proches les uns des autres, on voit même que certains, l'image en bas est coupée, on a un 48, un 55, 65, on a un très grand modèle également sur le LCD, vidéo sur laquelle je reviendrai, et au bout d'un moment, en fait, l'œil, c'est un peu bête, mais l'œil on sait plus ce qu'on regarde. On sait plus ce qu'on regarde, on a plein de trucs, tout est entremêlé. Autant c'est bien d'avoir des télés côte à côte pour pouvoir analyser un petit peu la montée en luminosité, voir un petit peu comment chacune des TV se comporte, mais il faut qu'elle soit à peu près sur le même plan, qu'on puisse un petit peu se positionner, circuler autour, et qu'on puisse également varier des contenus autre chose qu'avec des télés en mode dynamique ou mode vif, et puis des images, a fortiori, de boucles de démo assez saturées. Voilà. Donc, vous avez eu ces images qui sont là tout simplement presque en prétexte, et j'espère avoir les TV assez rapidement pour les tester. N'hésitez pas maintenant tout simplement à réagir dans l'espace commentaire. Sachez que je vous prépare aussi une seconde vidéo qui sera consacrée cette fois-ci au modèle LCD. Alors n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne, cocher la petite cloche des notifications également pour être alerté, mais aussi à surveiller la partie des commentaires, le premier commentaire épinglé dans lequel vous trouverez
trouverez peut-être des informations complémentaires par rapport à tout ce que j'ai abordé ici, mais aussi, pourquoi pas, le lien qui vous mènera vers cette seconde vidéo qui ne sera pas montée en même temps. Je n'ai absolument pas le temps, mais elle sera disponible aussi vite que possible sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à réagir et à nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord. Le lien est dans la description. Et puis vous voyez également s'afficher à l'image ce QR code que vous pouvez flasher depuis votre smartphone. Il vous mènera vers un lien Linktree qui vous donnera accès également au Discord, à tous mes réseaux sociaux, le Tipeee si vous souhaitez m'aider, etc. Bref, vous connaissez les petites manips. Merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux, et un gros big up à Fredo d'ailleurs, qui m'a rejoint et qui me soutient désormais aussi sur le Tipeee avec un joli don tous les mois. Donc merci aussi à toi Fredo, merci également à tous ceux qui participent, Didier, etc. Et Blue, naturellement, qui sont membres de la chaîne. Vous pouvez être membre soutien de cette chaîne pour une modique somme de 99 centimes. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.